Quand je vois ces images d'incendies aux États-Unis, au Canada, en France, en Grèce, qui sont liées au réchauffement climatique, ça me fait penser à cette fable du colibri qui va chercher un peu d'eau dans son bec pour essayer d'en jeter quelques gouttes sur l'incendie qui ravage la forêt. On ne sait pas si ça va marcher, mais au moins il fait sa part. Et ça m'a toujours agacé, cette promotion du petit geste, comme si on était tous individuellement responsables. Or, ce que montre l'historien suédois Andreas Malm, qui enseigne à l'université de Lund, c'est que ce n'est pas l'humanité dans son ensemble qui est à l'origine du dérèglement climatique, mais quelques protagonistes bien précis. Alors, qui est responsable de l'incendie? Qui a allumé le feu? Qui a allumé le feu? C'est la question que pose Andreas Malm dans son premier essai, L'Anthropocène contre l'histoire. Ce terme d'anthropocène a été introduit dans le débat au début des années 2000 pour désigner une époque géologique où l'influence de l'homme, anthropos en grec ancien, serait le principal facteur des changements environnementaux, au moins aussi important que les autres facteurs naturels. Can you tell us where does the notion of Anthropocene come from? It comes from the insight, the realization that humans have such a massive impact on how the planet works, that natural forces are demoted. They no longer govern. What really rules are the processes initiated by humans. This goes for climate, it goes for biodiversity, it goes for what landscapes look like. Then there is a very intense discussion among geologists when exactly that happened and when the new epoch started. And there are various different candidates for the starting point for what is termed the Anthropocene. And there was a guy called Paul Crutzen who made the term famous. Crutzen originally said that it started with the invention of the steam engine in the late 18th century, because the steam engine was this kind of big bang when you, for the first time, had a fossil fuel, coal, powering the production of commodities in industry. Others would suggest that in fact the Anthropocene has been going on for much longer, because humans have had dominant impacts on ecosystems for maybe thousands of years since agriculture started. This is the thesis of the early Anthropocene. J'ai appelé le géologue Pierre Thomas pour avoir un éclairage scientifique sur cette notion d'anthropocène. Pour ce chercheur à l'ENS, il n'est pas pertinent de lier à l'homme une époque géologique à part entière. En reprenant la même racine, anthropos, il préfère parler d'une crise anthropique, c'est-à-dire créée par l'homme. Une époque, ça dure, on va dire, pour simplifier, 10 millions d'années. Depuis quelques milliers d'années, l'homme est un agent géologique majeur, de plus en plus important, ça c'est sûr. Et est-ce que ça va faire une époque géologique nouvelle? Je dirais a priori non, parce que l'homme ne durera pas assez longtemps. Mais l'homme est en train de modifier drastiquement la planète, mais ça sera bref. D'où une crise et non pas une époque. Prenons les combustibles fossiles, tout bête. Ils ont commencé à être exploités en 1850. Ça fait combien? Ça fait 170 ans. Dans quelques siècles, mettons 3 siècles, on aura brûlé le dernier morceau de charbon. Donc ça va durer 500 ans. En géologie, c'est un instantané, 500 ans. Les grandes éruptions volcaniques qui ont participé avec la météorite à l'extinction des dinosaures, elles ont duré 700 000 ans. On est en train de provoquer et de vivre la crise anthropique. Il va y avoir, en un temps très bref, on va dire 20 000 ans, maximum, des gros changements dans la biosphère et dans la géosphère. C'est bref. Et après, c'est une autre époque. Le monsieur qui a fait ça a parlé d'anthropocène, c'était de la com'. Parce que depuis 66 millions d'années, les époques géologiques se terminent en scène. La première, c'est Paléocène, Éocène, etc. Ça faisait un peu de la continuité. Le message est intéressant, le message est fort. Donc on veut frapper les esprits, de la bonne com', c'est bien. Pierre Thomas dit que tout ça, c'est de la com'. Et c'est là qu'on voit que ce terme d'anthropocène est à la fois scientifique et politique, puisqu'il cherche à sensibiliser aux effets des activités humaines sur le climat. Mais pour Andreas Malm, le terme n'est pas bien choisi. Yeah, there is this Anthropocene narrative that we're all to blame for this mess, that we have all humans brought about this problem, and therefore it's the responsibility of each and everyone to change their lives and the way they live to try to get us out of this mess. What I object to is the idea of an undifferentiated responsibility, because I don't think that it squares with the historical evidence. If you look at large-scale fossil fuel combustion, which was closely connected to the steam engine, that
emerged at a very specific time in history and a very specific place, namely Britain in the early 19th century. And then it spread across the world with a great degree of violence through the British Empire. And it was not like humanity sat down one day and had a democratic decision-making process about, are we going to make the leap into fossil fuel combustion? It was something that a relatively limited class of people in Britain developed to further their interests and then imposed on the rest of the planet. Dans son livre, Andreas Malm avance une hypothèse inédite sur les raisons de la transition vers la machine à vapeur au début des années 1830. Les premières usines anglaises et écossaises fonctionnaient alors très bien à l'énergie hydraulique issue des rivières, qui était moins chère et tout aussi puissante que le charbon. Mais les longues heures de travail de nuit imposées lors des périodes de hautes eaux ont suscité la résistance du mouvement ouvrier naissant. Confrontés à la lutte pour fixer une durée à la journée de travail, les industriels britanniques ont choisi de passer au charbon, qui permettait de produire en continu n'importe où et n'importe quand, sans avoir à s'adapter à la présence et au flux imprévisible des rivières. Du coup, quitte à assumer la dimension politique de ce terme géologique, Malm préfère employer le terme de capitalocène pour insister sur le fait que c'est le capitalisme thermo-industriel basé sur les énergies fossiles qui est responsable de la crise écologique. Et il fait partie des premiers penseurs à avoir mis ce terme de capitalocène en circulation il y a une dizaine d'années. I think it's a term that has emerged as perhaps the primary alternative to the Anthropocene, or a competing designation of this epoch, because what it suggests is that the problem is not so much the human species as such, as a particular way of organizing the metabolic exchange between humans and the rest of nature, namely through relations of capital. And that capital accumulation is the central propulsive force that drives us deeper into the current crisis. The argument is not that capitalism is the only source of ecological ills and problems that we've had in history, but the argument is that right now the epoch that we are in is determined by a very specific form of human organization, one that cannot be equated with some kind of trans-historical human nature, but a very, very specific form of organizing our societies that is under the rule of capital. It's no longer only Britain. It's a completely global phenomenon, but the inequalities within the human species are growing. The disparities in energy consumption are widening. There was a report that came out last autumn that said that since the 1990s, the richest 1% of humanity has emitted twice as much CO2 as the poorest half of humanity. That mind-boggling figure indicates that this is not a species acting in unison. Rather, it's a species that is very deeply fractured into different classes of people. L'importance du modèle économique, tel que la souligne la notion de capitalocène, est souvent escamotée dans le traitement de la crise climatique dans les médias, qui vont mettre l'accent sur la démographie. Nous serions trop nombreux sur Terre. There is floating around in environmental discussions the idea that overpopulation, high fertility rates are driving CO2 emissions and other environmental problems. But it's not true, because countries with high fertility rates tend to be the countries with the absolutely lowest CO2 emissions that you can find. Places like Afghanistan, Somalia, Haiti. These are the countries where you have high fertility rates and extremely insignificant emissions. On the other hand, countries with the highest CO2 emissions are those where there is no population growth to speak of at all. Tous les pays n'ont donc pas le même degré de responsabilité dans le départ des feux qui embrasent aujourd'hui la planète. Et si historiquement le Royaume-Uni a joué un rôle crucial, mettant le monde sur la voie des énergies fossiles au XVIIIe siècle, les pays émergents sont aujourd'hui parmi les premiers émetteurs de carbone dans le monde. La Chine a par exemple généré en 2019 plus d'émissions de gaz à effet de serre à elle seule que l'ensemble des pays développés. Today, isn't it emerging countries like China and India that are mostly responsible for today's carbon emissions? Yeah, China is producing the most CO2 emissions, yes. But the problem here is that very much of those emissions are
produced in the process of manufacturing commodities that are then exported into the global north. Swedish car producers, for instance, have relocated their factories into China and rely on coal-fired electricity in China to produce cheaper cars that they can sell with a greater profit back in Sweden or in the US or somewhere else. Are we going to blame China for those emissions, or are we going to attribute them to corporations in the global north that have used China for a couple of decades now as a pool of cheap and disciplined labor power? It's not as cheap and disciplined as it used to be, but still that was the ignition of the emissions explosion in China. La mondialisation réduit ainsi artificiellement le bilan carbone de tous les pays du Nord. L'industrie française, en particulier, a massivement délocalisé ses usines et a perdu la moitié de ses effectifs depuis les années 80. Aujourd'hui, plus de la moitié des émissions de CO2 françaises sont réalisées à l'étranger. Il y a un autre facteur qui explique que la France arrive à limiter son empreinte carbone, c'est son recours à l'énergie nucléaire, une énergie non renouvelable mais non fossile, pour sa production d'électricité. Et justement, Mélodie, la journaliste qui réalise les contenus réseaux sociaux et qui était assise derrière Andreas Malm pendant le tournage, lui a demandé ce qu'il en pensait. I know this is a big thing. I know, it's very sensitive. You should mention it probably. Okay, yeah, you will be upset with me, I'm afraid. Upset us. Yeah, so I mean, Sweden and France are a bit similar in that we have no fossil fuels in electricity production because we have a lot of nuclear power. The environmental movement in Sweden has traditionally been opposed to nuclear power. My first demonstration in my life was against nuclear power when I was 4 years old. I personally think that right now the environmental movement should not make an effort to close down nuclear power. I don't think that nuclear power is the solution to the climate crisis, but it's definitely not the problem either. If you compare France and Germany, France to me is very much better in terms of its electricity generation, not relying on fossil fuels. And the closing down of nuclear power in Germany after Fukushima only made the situation worse. And I think the environmental movement made a kind of mistake in not realizing that coal is infinitely worse than nuclear power. Of course, the nuclear power has all sorts of problems, including problems around imperialism and where you get the uranium from, Niger and whatever. And there can be accidents, and it's very expensive to build. And this is why I don't think that nuclear power is the solution, but I don't think it's the problem either. Donc pour Andreas Malm, c'est le capitalisme fossile qui est responsable de la crise climatique. Mais alors maintenant, la question que je me pose, c'est comment faire ? Comment éteindre ce feu ? Faut-il forcément sortir du capitalisme pour résoudre la crise climatique ? I would not say one solution revolution. You have to abolish capitalism tomorrow and then we can start working on this problem. No, it's to put the cart before the horse. We need to urgently implement some very basic demands. The International Energy Agency said in a new report the other week that we can have no more new oil and gas and coal facilities at all if we're going to have any chance to stay below 1.5 degree global warming. Cet appel à abandonner tout nouveau projet pétrolier ou gazier pour parvenir à la neutralité carbone en 2050 représente un virage majeur pour l'Agence internationale de l'énergie. Celle-ci a été créée dans les années 1970 pour défendre les intérêts des pays importateurs de pétrole et a longtemps soutenu l'industrie des hydrocarbures. There is no need for new fossil fuel supply investments. No more oil and gas and coal facilities is a very basic minimum demand that clashes directly with the imperative to grow and accumulate that animates every oil and gas and coal company in the world. So here you have a clash between the interest of surviving and having a world to live on and the interest in maintaining these companies and the profits that they generate. And that's the starting point for me, and I think that the solution, if you can call it that, to begin with, is to establish public control over these companies and make sure that they cease with their operations.
And a promising step in this direction was the court ruling in The Hague the other day that said that Shell has to cut its emissions by 45% to 2030. So you have a branch of the state apparatus, the legal branch, dictating to a private company what it has to do. C'était en mai dernier. Pour la première fois, un tribunal a en effet donné raison à une ONG qui accusait Shell de ne pas en faire assez pour s'aligner sur l'accord de Paris de 2015. Pour une partie des écologistes, il y a une contradiction irréductible entre le capitalisme fossile et la sauvegarde de la planète. Entre un système basé sur la maximisation des profits et la croissance illimitée de l'économie et la finitude des ressources. Les partisans d'un capitalisme vert ne voient pas du tout les choses comme ça. Eux misent sur différentes technologies de refroidissement, de capture de carbone pour faciliter la transition énergétique vers les énergies renouvelables. L'historien des techniques François Jarige a déconstruit ce mythe d'une transition énergétique. Et donc là, la transition arrive comme la solution miraculeuse, qui en plus est connectée à un autre phénomène massif de l'époque contemporaine, qui est le solutionnisme technologique. Or, la transition est étroitement liée au solutionnisme technologique. Puisque, en fait, qu'est-ce que c'est la transition? C'est en fait l'innovation technique, qui permettra de changer le système. Mais pas changer le système en réfléchissant à nos pratiques sociales, à nos rapports au monde, à nos rapports aux vivants, à nos modes de déplacement. Changer le système en imaginant un nouvel équipement technique qui s'additionnera aux équipements techniques précédents. Et là, on est à fond là-dedans. C'est-à-dire que vous avez une multitude de promesses technoscientifiques de tous les côtés, mais c'est pas une question de transition, c'est une question de diminution de notre emprise matérielle sur le monde. Et le problème actuellement, c'est que le mot transition sert avant tout à ne pas poser la question des modes de diminution. J'emploie le mot diminution à dessein pour ne pas parler des croissances, mais c'est bien de ça dont il s'agit. Il s'agit d'entraîner une décroissance de toute une série de productions, de toute une série de dépenses énergétiques. Et ça, c'est compliqué parce que ça implique de réfléchir à ce qui doit être priorisé dans nos modes de consommation. Ça, personne ne veut le faire. Évidemment, c'est plus simple de penser les choses en termes de transition selon le récit habituel, linéaire, du progrès. Vous aviez l'énergie animale remplacée par l'énergie hydraulique, qui aurait elle-même été remplacée par l'énergie du charbon, puis par le pétrole, puis par le nucléaire, puis aujourd'hui par les énergies renouvelables, selon une sorte de récit linéaire qui a un côté presque rassurant. Sauf qu'en fait, c'est pas comme ça que l'histoire s'est passée. L'histoire s'est passée, c'est plutôt à chaque crise énergétique, on ajoute un nouveau convertisseur qui permet de produire davantage d'énergie et de force, mais qui ajoute aussi de nouveaux problèmes, de nouvelles impasses et de nouvelles difficultés. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a promis 100 millions de dollars à celui qui trouvera la meilleure technologie de capture du carbone. If you capture CO2 out of the air, as you can do, then you, as a company, have a choice to either sell the captured CO2 as a resource to, for instance, Coca-Cola, that can use it as a fizz in their soft drinks, or to greenhouses that can use them for fertilizing their plants, or you can use the captured CO2 to produce jet fuel, synthetic fuels, or something like that. Is this already being used? Yeah. This is what. Alors là, cette histoire d'eau gazeuse, je pensais que c'était juste une image, mais en fait, c'est une histoire vraie. L'eau gazeuse Valser, marque suisse de Coca-Cola, a annoncé qu'elle allait se fournir en bulles grâce à une start-up qui a installé un immense aspirateur constitué de dizaines de ventilateurs géants pour capter le CO2 dans l'air. The real purpose of direct air capture should be to take down the CO2 and bury it under the ground, not just recycling it. Because if you actually want to remove the CO2 out of the atmosphere, you can't just put it in a Coca-Cola bottle, because someone who drinks a Coca-Cola bottle would burp the CO2 back, right? So to sequester the CO2 under the ground, you have to abandon the profit motive, because you're not going to make any money if you bury the CO2 under the ground, which is exactly what you want to do. Buys it and Yes. it makes it profitable. Any solution, if there is going to be one, entails a massively expanded role for the state in controlling these things and producing incentives, regulating. Does that mean the total abolition of capitalism? Perhaps not. Capitalism is a very flexible, malleable, protean system that can adapt to new situations. Capitalism existed before it relied on fossil fuels, and perhaps it can exist again after fossil fuels. We don't know. This is something that we'll find out. One thing we know is that societies will have to be much more assertive in controlling what goes on in the economy, and not just leave it to owners of private property to do what they wish.
Pour Andreas Malm, ce n'est pas l'humanité qui a allumé le feu, c'est le capitalisme fossile. Mais devant l'urgence, il ne s'agit pas pour lui d'attendre un éventuel dépassement du capitalisme pour agir. Et ça, c'est une question politique, pas technique. Face à la pandémie, les États n'ont pas hésité à bloquer l'économie, à dépenser des milliards d'euros pour éviter la catastrophe. Pourquoi on ne ferait pas la même chose sur le climat ? Pour aller plus loin, mes sources sont en description et pour garder les idées larges, il y a d'autres épisodes. À bientôt!